Bienvenue à la présentation sur la stimulation cardiaque temporaire. Mon nom est Anne Jourdain et il me fera plaisir de vous accompagner. À la fin de cette présentation, vous devriez être en mesure de connaître les objectifs suivants. Les indications de l'utilisation d'un stimulateur cardiaque transcutané et endoveineux, le matériel requis lors de l'installation, les surveillances et soins infirmiers en lien avec les stimulateurs cardiaques transcutanés et endoveineux, reconnaître les complications possibles et savoir rédiger les notes au dossier en lien avec le suivi d'un patient ayant un stimulateur cardiaque temporaire. La stimulation cardiaque temporaire comporte la stimulation transcutanée et endoveineuse. Ces méthodes sont utilisées comme traitement de la bradycardie symptomatique afin d'assurer un débit cardiaque adéquat. Ces mesures sont utilisées à court terme et lors de situations aiguës. Il est conseillé de traiter les causes symptomatiques seulement, car stimuler quelqu'un d'asymptomatique pourrait le rendre dépendant de la stimulation et peut causer une asystolie si jamais le pacemaker s'arrête. Il existe plusieurs indications à la stimulation cardiaque temporaire. Il y a la bradycardie, qui peut provenir d'un trouble de conduction, d'une ischémie ou d'une toxicité médicamenteuse ou d'une surdose de drogue, l'arrêt sinusal, le bloc AV deuxième degré de type 2 et le bloc AV de troisième degré, la maladie du sinus, la fibrillation auriculaire à réponse ventriculaire lente, comme traitement antitachycardique, lors de défaillance du pacemaker permanent, lors d'études électrophysiologiques, lors de troubles électrolytiques tels que l'hypo ou l'hyperkaliémie, l'hypercalcémie ou l'hypermagnésémie, et finalement, afin d'offrir un soutien au débit cardiaque après une chirurgie cardiaque. Cette diapositive présente plusieurs médicaments pouvant causer un bloc auriculo-ventriculaire ou une bradycardie sinusale. Vous pouvez en reconnaître quelques-uns, dont les bêta-bloqueurs, la clonidine, l'amiodarone, le sotalol, le propafénone, la digoxine, le lithium, phénitoine, les opioïdes, les relaxants musculaires, le cannabis, le propofol, le ticagrelor et plusieurs chimiothérapies. Effectuons ensemble un bref rappel sur les signes de bas débit. Les signes de bas débit, ce sont des signes d'hypoperfusion tissulaire suite à une baisse du débit cardiaque. Ils peuvent se manifester par une altération de l'état de conscience, de l'hypotension, de l'oligurie, soit la diminution de la quantité d'urine, une peau froide, pâle et moite, ainsi que par un pouls faible et filant. Il est important pour l'infirmière de savoir reconnaître ces signes. Nous aborderons maintenant la stimulation cardiaque transcutanée. La stimulation cardiaque transcutanée est un moyen rapide, efficace et non invasif utilisé chez les patients présentant une bradycardie symptomatique résistante à l'atropine. Elle est utilisée en cas d'urgence seulement et en attendant qu'une autre méthode de stimulation soit utilisée, telle que l'administration d'Isuprel ou l'installation d'un pace endoveineux. Il est primordial que le patient soit sous sédation analgésie car cette procédure est souffrante en raison des douleurs reliées à la sensation de brûlure et aux contractions musculaires. Le Versed et le fentanyl sont des exemples de médicaments utilisés pour la sédation ou analgésie. La liste de matériel requis est courte. Nous avons besoin d'un rasoir, d'électrodes multifonctions de type pâte de Zoll, d'électrodes pour tracé cardiaque, et enfin, le dernier et non le moindre, un moniteur portatif offrant l'option de stimulation. Le rasoir, quant à lui, servira à retirer les poils sur le thorax et le dos du patient. Ainsi, les électrodes adhéreront mieux à la peau, ce qui offrira une meilleure transmission de courant. De plus, le risque de brûlure sera diminué. Voyons maintenant les étapes de la procédure. Premièrement, il faut bien préparer la peau avant l'application des électrodes. La peau doit être rasée, propre et sèche. Ensuite, de grandes électrodes sont appliquées en antéro-postérieur, soit sur le thorax et le dos du patient. Cette disposition est la meilleure façon de placer les électrodes pour une stimulation cardiaque car le cœur est pris en sandwich. Ensuite, nous devons débrancher les palettes de défibrillation s'il y a lieu,
pour enfin connecter les électrodes de stimulation au moniteur cardiaque. Maintenant, nous pouvons mettre le moniteur en mode de stimulation, soit en tournant la roulette vers le mode stimulateur, ou soit en appuyant sur le bouton stimulation, tout dépendamment du type d'appareil utilisé. Notez que ce qui concerne la stimulation, ce moniteur est de couleur vert. Il est désormais temps d'ajuster la fréquence cardiaque. Cette fréquence sera déterminée par le médecin afin d'assurer un débit cardiaque adéquat. Nous devons valider avec le médecin s'il désire un mode sur demande ou fixe. En mode demande ou autrement appelé synchrone, le stimulateur cardiaque détecte l'activité intrinsèque du cœur et stimule qu'en cas de besoin. En mode fixe ou asynchrone, le stimulateur cardiaque stimulera à une fréquence donnée sans égard à l'activité intrinsèque du cœur. Après avoir réglé la fréquence, nous devons maintenant ajuster le courant de sortie, ou aussi appelé output. L'ajustement se fait en augmentant graduellement le courant de sortie jusqu'à ce qu'il y ait capture, soit que les spicules entraînent un QRS. Généralement, le courant de sortie ne dépasse pas 80 mA chez un individu sain. Cependant, l'obésité, l'ischémie myocardique, les troubles métaboliques, le pneumothorax ou un mauvais contact entre les électrodes et la peau peuvent augmenter le seuil de stimulation. Finalement, nous vérifions qu'il y a présence d'un pouls au niveau fémoral et que celui-ci correspond à la fréquence visée. De plus, nous devons vérifier la pression artérielle et valider la résolution des symptômes de bas débit. Dans la vidéo de gauche, on peut observer que le moniteur est en mode stimulation, que la fréquence est ajustée et ensuite que le courant de sortie est en ajustement. Nous voyons les spicules qui entraînent un QRS. Lorsque nous diminuons légèrement le courant de sortie, les spicules n'entraînent plus de QRS, donc il doit être réajusté à la hausse. Dans la vidéo de droite, nous avons un patient avec un bloc AV 3e degré. Avec le moniteur ZOL, nous devons naviguer à l'aide du point et des flèches. Il faut tout d'abord mettre le moniteur en mode stimulation. Voilà. La fréquence et le courant de sortie est ajusté. On peut observer que les spicules entraînent un QRS. Si nous diminuons le courant de sortie, les spicules n'entraînent plus de QRS. Il a été réajusté à la hausse et maintenant, chaque spicule entraîne un QRS. On peut observer ici que le moniteur est en mode demande. L'image que vous voyez représente le tracé d'un patient avec un stimulateur cardiaque externe. On peut observer des petites lignes bleues. Ce sont les spicules. Ces spicules représentent les impulsions électriques du stimulateur cardiaque. Chaque spicule est suivi d'un complexe QRS. Notez bien que les QRS d'un patient stimulé seront larges puisque la transmission électrique contourne la voie de conduction habituelle et non en raison d'un bloc de branche. Dans le cas d'une stimulation endoveineuse, les QRS seront larges en raison de la sonde de stimulation présente dans le ventricule droit. Voici quelques complications possibles pour les usagers ayant un stimulateur cardiaque transcutané. Premièrement, nous avons l'échec de capture. Ce dernier est souvent associé à un courant de sortie trop bas. Il faudra alors ajuster le courant à la hausse ou changer les électrodes. Ensuite, nous avons l'artefact. L'artefact est causé par une peau moins bien préparée ou la proximité avec des appareils électromagnétiques causant des interférences. Il faudra alors demeurer à une certaine distance des appareils électromagnétiques. Ensuite, les électrodes peuvent causer des brûlures au niveau de la peau.
Chaque impulsion du stimulateur externe cause des douleurs aiguës au patient. Il devra être sous sédation analgésie. Enfin, nous avons la sous-détection et la surdétection qui sera discutée un peu plus loin dans la présentation. Voyons maintenant le rôle de l'infirmière en lien avec le stimulateur cardiaque transcutané. Premièrement, l'infirmière devra informer le patient de la procédure. Elle devra préparer la peau, sera poser les électrodes. Elle devra administrer la sédation analgésie selon l'ordonnance du médecin. Elle vérifiera la conformité entre la prescription et la programmation de l'appareil, soit le courant de sortie, la fréquence et le mode de stimulation. Elle s'assurera du bon emplacement des électrodes. Advenant l'inversion de celle-ci, il pourrait avoir échec de capture ou avoir un seuil très élevé. L'infirmière fera l'analyse continue du tracé afin de s'assurer de l'efficacité du traitement. Elle s'assurera que chaque spicule entraîne un QRS et que le spicule se situe à la bonne place, soit juste avant le QRS. Elle évaluera les signes de bas débit et surveillera l'intégrité de la peau du patient. Elle changera les électrodes aux 4 à 5 heures si le pacemaker externe stimule en continu. Les électrodes devront être changées en présence d'un médecin si le patient est dépendant du stimulateur. L'infirmière s'assurera que le moniteur soit branché dans une prise d'alimentation de couleur rouge. Enfin, elle s'assurera que les électrodes de suivi du tracé cardiaque soient à une bonne distance des électrodes de stimulation afin d'éviter de l'interférence. Les notes au dossier devront comporter une bande du tracé cardiaque avant et après la stimulation, la réponse du patient face au traitement, les signes de bas débit avant et après la stimulation, la programmation du stimulateur cardiaque externe, la douleur du patient et la médication reçue. Voyons maintenant le stimulateur cardiaque endoveineux. Le stimulateur cardiaque endoveineux se définit comme un mode de stimulation temporaire via une sonde de stimulation insérée dans une veine, soit la jugulaire, la sous-clavière ou la fémorale, jusqu'au ventricule droit. C'est un moyen qui est utilisé de façon temporaire jusqu'à résolution de la cause ou jusqu'à installation d'un stimulateur cardiaque permanent. La stimulation endoveineuse oppose quelques avantages et désavantages. Parmi les avantages, la voie endoveineuse donne un plus grand confort pour le patient ainsi qu'une meilleure fiabilité. Par contre, l'installation est beaucoup plus longue et comporte plusieurs complications possibles qui seront vues plus tard. Voici l'appareil Medtronic qui est utilisé à Saint-Jérôme. Dans la partie supérieure, nous avons les onglets pour la stimulation auriculaire. Juste au-dessous, nous avons les roulettes pour ajuster la fréquence, le courant de sortie, ensuite la sensibilité. Dans la partie inférieure, nous avons le bouton pour fermer ou ouvrir l'appareil, ainsi que pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Voici les paramètres du stimulateur cardiaque endoveineux. Chaque paramètre sera ajusté et prescrit par le médecin. Nous avons la fréquence, qui se retrouvera généralement entre 60 et 80 battements par minute. Ensuite, le courant de sortie ou output est mesuré en milliampères. Le courant de sortie sera augmenté graduellement jusqu'à ce qu'il y ait capture. Enfin, nous avons la sensibilité ou le sense. Le sense permet au stimulateur de détecter l'activité intrinsèque du cœur. Il est mesuré en millivolts. Plus le réglage de l'appareil est bas, plus il détectera l'activité intrinsèque du cœur. Au contraire, s'il est haut, le stimulateur cardiaque stimulera sans égard à l'activité intrinsèque du cœur, soit en mode asynchrone. Il existe deux types de cathéters de stimulation. Nous avons celui-ci qui doit être installé sous fluoroscopie et nous avons celui-ci avec ballon qui sera installé sous échographie. Le cathéter avec ballon, ou autrement appelé Swan Pace, sera installé par le médecin via l'appareil d'échographie. Après avoir inséré le cathéter, le médecin gonflera le ballonnet permettant au cathéter de migrer vers le ventricule droit. Avec l'autre type de cathéter électrode, le médecin devra utiliser le matériel de fluoroscopie afin d'assurer le bon emplacement de la sonde dans le ventricule droit. Le type de cathéter demeure au choix du médecin. Sur l'image de gauche, on peut voir que la seringue indique 0 et que le ballonnet
est gonflée. Sur celle de droite, la seringue est à 1 ml et le ballonnet est dégonflé. Voici la liste de matériel nécessaire lors de l'installation du stimulateur cardiaque endoveineux. Vous allez avoir besoin de l'appareil à ECG et appareil à échographie. Ensuite, du boîtier de pace endoveineux, chariot à code au chevet, 2 batteries AA alcalines neuves, un pack de ligne centrale, un introducteur pour l'électrode, un électrode de stimulation validé selon le choix du médecin, gaz stérile grandeur pour le médecin, un sac de NaCl, tubulure et une pompe volumétrique, la xylocaïne 1 ou 2% avec ou sans épi selon le choix du médecin, Tegaderm Advance, diachylon clair de 2,5 cm, la gelée stérile pour échographie, une gaine stérile pour l'échographie, tige montée de chlorhexidine 2% avec alcool 70%, l'atropine, phényl et épinéphrine au chevet, une blouse stérile large, un kit suture Ticron 9 ou Vicryl 3.0, la table de fluoroscopie et les panneaux si l'utilisation du cathéter électrode sans ballon qui est aux soins intensifs. Le rôle de l'infirmière avant la procédure consiste à rassembler le matériel nécessaire. Elle devra téléphoner le service de radiologie pour avoir un technicien en fluoroscopie et un tablier de plomb. L'infirmière devra raser la peau au besoin et nettoyer la peau. Elle assurera un monitorage continu et mettra le chariot à code à la chambre. Finalement, l'infirmière devra s'assurer d'avoir 2 accès veineux qui seront perméables. Durant la procédure, l'infirmière devra assister le médecin, effectuer la surveillance du monitorage et ajuster les paramètres du boîtier selon les directives du médecin et le verrouiller par la suite. Après la procédure, l'infirmière pourra effectuer le pansement au site d'insertion du cathéter. Elle devra fixer les fils sur le corps du patient avec un pansement transparent. Elle placera le boîtier sur une tige à soluté près du patient, de manière à être visible et elle s'assurera qu'aucune tension est exercée sur les fils. Elle effectuera la surveillance du tracé cardiaque et évaluera la résolution des signes de bas débit. Une radiographie des poumons pourrait être demandée par le médecin afin de valider la position de la sonde dans le ventricule droit, vérifier la présence d'un pneumothorax ou d'une autre complication. Concernant le suivi infirmier, l'infirmière devra s'assurer que les paramètres du boîtier correspondent avec la prescription. Elle s'assurera que les connexions des fils soient bien en place. Si le Swan Pace est utilisé, l'infirmière devra s'assurer que le ballon soit dégonflé par la présence d'1 ml d'air dans la seringue. Advenant le cas que la seringue serait à 0, l'infirmière devra valider avec le médecin. 2 batteries de rechange doivent être au chevet du patient. Le niveau des batteries du boîtier doivent être vérifiés à chaque début de quart. Le boîtier possède seulement une autonomie de 30 secondes pour effectuer le changement de batterie. Ces dernières devront être changées en présence du médecin. L'infirmière surveillera l'intégrité du pansement au site d'insertion. Elle effectuera la surveillance des signes d'infection. Elle devra suivre la qualité du tracé cardiaque en s'assurant que chaque spicule entraîne un QRS et que les spicules soient au bon endroit. Les signes vitaux devront être surveillés étroitement au début, puis à chaque heure. Le patient devra demeurer au repos. La tête de lit pourrait être autorisée à 30 degrés, dépendamment du site d'insertion. La stimulation cardiaque endoveineuse comporte plusieurs complications. Parmi ceux-ci, il y a l'arythmie, le pneumothorax, l'hémothorax, l'infection, le thrombus embolie, l'embolie gazeuse, lésion nerveuse, un saignement, une fistule artério-veineuse, une tamponnade cardiaque, des lésions au niveau du vaisseau ou à la structure des valvules, une stimulation diaphragmatique, il pourrait y avoir un nœud dans la sonde, une thrombocytopénie, une perte de capture, sous-détection et surdétection. Voyons ensemble quelques problèmes de stimulation auxquels l'infirmière pourrait être témoin. Nous avons premièrement l'absence de stimulation, ensuite l'échec de capture, la sous-détection et la surdétection. Advenant le cas
l'infirmière devra informer le médecin et ce dernier fera les ajustements nécessaires. L'absence de stimulation survient lorsqu'il y a absence de spicules de façon continue ou intermittente. L'infirmière devra vérifier le niveau de la pile du boîtier ainsi que l'intégrité du site d'insertion et des fils. Elle pourra s'assurer qu'aucun appareil à interférence magnétique est à proximité du patient. Si ça ne fonctionne toujours pas, l'infirmière devra aviser rapidement le médecin, car si le stimulateur ne stimule pas, le patient pourrait être symptomatique. L'échec de capture se manifeste lorsqu'un spicule n'entraîne pas de dépolarisation myocardique, donc pas de contraction ventriculaire. Une des causes possibles est le déplacement de l'électrode de stimulation. En effet, ce phénomène peut survenir lorsqu'il y a absence de contact entre la sonde et le myocarde, par exemple si le patient est couché sur le côté. Une autre cause possible d'un échec de capture est l'augmentation du seuil de dépolarisation du myocarde. Cette augmentation peut être suite à des effets de certains médicaments, des troubles électrolytiques ou en raison d'une fibrose ou une ischémie au site du positionnement de l'électrode. Voici un exemple d'un échec de capture. On peut observer un spicule qui n'entraîne pas de dépolarisation, donc pas de contraction. Advenant le cas que le patient s'était tourné sur le côté, il suffira à l'infirmière de remettre le patient sur le dos afin que la sonde entre en contact avec le myocarde pour permettre la dépolarisation du ventricule. Sinon, l'infirmière doit aviser le médecin immédiatement. Ce dernier pourrait demander d'augmenter le courant de sortie. La sous-détection, c'est l'incapacité de l'appareil à détecter l'activité électrique intrinsèque du cœur. Cette anomalie s'observe lorsque des spicules se retrouvent à des endroits inappropriés. Il y a alors un risque d'impulsion durant la période réfractaire, donc risque de phénomène air sûreté pouvant occasionner une torsade de pointe. Sur l'image, on peut observer que les deux premiers spicules sont au bon endroit car ils précèdent un QRS. Par la suite, on peut voir que le cœur s'est dépolarisé par lui-même et que le stimulateur n'en a pas tenu compte et a continué à donner des impulsions de façon régulière sans tenir compte des battements intrinsèques. C'est dans une telle situation que l'impulsion du stimulateur se retrouve au mauvais endroit et peut déclencher une arythmie grave. La sous-détection peut être causée par le manque de détection suite à une faible amplitude des ondes P ou du complexe QRS. Une autre cause possible serait que le stimulateur est en mode asynchrone. Un déplacement, un bris de l'électrode ou une connexion lâche peut également engendrer une sous-détection. Finalement, cet événement peut faire suite à une défaillance du générateur d'impulsion. L'infirmière devra aviser le médecin. Ce dernier pourrait demander d'augmenter la sensibilité du stimulateur, par exemple en passant d'un sens qui était de 4 mV à 2. Le dernier problème qui sera abordé est la surdétection. Cette anomalie survient lorsque le stimulateur détecte des signaux parasites, par exemple un artefact musculaire ou un onde T pointu, et interprète ce signal parasite comme une dépolarisation ventriculaire. Dans un tel cas, le stimulateur n'engendrera pas d'impulsion permettant la contraction ventriculaire. Également, l'infirmière devra aviser le médecin. Ce dernier pourrait décider de diminuer la sensibilité en passant par exemple d'un sens de 2 mV à 4. Les notes de l'infirmière comporteront une borne de rythme tracé cardiaque avant et après la stimulation, la réponse du patient face au traitement, les signes de perfusion adéquats ou les signes de bas débit, l'intégrité du pansement au site d'insertion, la programmation du boîtier, soit la fréquence, le courant de sortie et la sensibilité, les signes vitaux aux heures, le niveau de batterie, ainsi que les signes neurovasculaires périphériques. Nous sommes maintenant rendus à la fin de la présentation. J'espère que cette formation vous sera utile dans votre pratique auprès des patients porteurs de stimulateurs cardiaques temporaires. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne journée.